Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au cœur de l'histoire. Il y a 75 ans, le 8 mai 1945, on apprenait la capitulation de l'Allemagne nazie. L'enjeu politique est gigantesque. Il sera négocié à la conférence de Potsdam. Mais un autre enjeu, beaucoup moins connu, motive les Alliés. Retrouver les œuvres d'art que les nazis se sont appropriées en pillant les grandes collections juives et les musées à travers l'Europe occupée. L'armée rouge est entrée la première dans Berlin en ruine, suivie par les troupes alliées anglo-américaines et françaises. Le monde ne le sait pas encore, mais la course aux œuvres d'art vient de commencer dès l'entrée des libérateurs en Allemagne. Après la chute du mur de Berlin et la fin de l'URSS, beaucoup de fuites, venant d'anciens agents du KGB, permettent de faire des découvertes surprenantes. En 1991, un article paru dans une revue d'art new-yorkaise, révèle que les trésors de la mythique Troie, disparus depuis 1945, sont en réalité cachés dans des caisses anonymes au fond des caves du musée Pouchkine à Moscou. Leurs étiquettes prétendaient qu'il s'agissait de matériel scolaire. Les trésors de Troie avaient été découverts en Turquie à la fin du XIXe siècle par l'allemand Schliemann. Une collection exceptionnelle. Des bijoux fabuleux et des objets en or. Ils avaient alors pris la direction de Berlin pour y être exposés. Au début de la Deuxième Guerre mondiale, Hitler a fait protéger ces merveilles dans un bunker sous la gare du zoo berlinois. On ne les avait jamais retrouvés. On les considérait comme perdus dans la débâcle allemande et les ruines de Berlin. Quand on apprend la vérité, confirmée par le Kremlin le 30 août 1993, l'émotion est considérable. On découvre aussi d'autres caisses contenant 73 tableaux impressionnistes et post-impressionnistes, tous spoliés à Paris par les nazis entre 1940 et 1945. Ils étaient considérés, eux aussi, comme disparus dans les bombardements. On retrouve, par exemple, la superbe toile de Degas, le vicomte Lepic et ses filles, place de la Concorde, une femme se coiffant de Renoir, la Maison Blanche de Van Gogh. À l'automne de cette même année 1993, une exposition est organisée à Moscou pour présenter les trésors de Troie, tandis qu'à Saint-Pétersbourg, le musée de l'Ermitage présente les 73 tableaux sous l'intitulé un peu cynique « Trésors perdus et retrouvés ». Ils sont aujourd'hui exposés dans le musée impressionniste de l'ancien état-major face à l'Ermitage. La vérité est que si les Alliés avaient envoyé des commandos pour retrouver les œuvres d'art spoliées par les nazis, Staline les avait précédés avec ses propres brigades d'experts parfaitement informés des lieux où se trouvaient les œuvres. Des commandos de l'art. Une guerre secrète, méconnue et clandestine à la fin de la guerre mondiale. Mais pourquoi et comment Hitler avait-il constitué ces collections fabuleuses ? Le projet global nazi plaçait la culture au cœur du système. Hitler rêvait d'un grand musée à Linz, en Autriche. Il exposerait tous les chefs-d'œuvre ariens trouvés en Europe. Ce musée grandiose se situerait en Haute-Autriche, car c'est à Linz qu'il avait passé son enfance et son adolescence. D'autre part, il y avait reçu un accueil chaleureux lors de l'Anschluss, c'est-à-dire l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie, le 12 mars 1938. Il voulait faire du musée le cœur artistique d'une Europe dominée par les thèses du national-socialisme en matière d'art. Donc, pas d'art dégénéré, ni d'artistes juifs. Le 23 juin 1940, Hitler arrive à Paris. Pour une photo historique, il pose sur l'esplanade du Trocadéro devant la Tour Eiffel, entouré du sculpteur Arnaud Breker et de l'architecte Albert Speer, chargé du projet du musée de Linz. Hitler est en terrain conquis. Il met en place une organisation très efficace pour piller les trésors artistiques des territoires occupés, dont la France, évidemment. C'est l'Eisenstab Reichsleiter Rosenberg, ou ERR. Sa mission,
repérer et confisquer les collections appartenant à des Juifs. Ensuite, le Reichsleiter Rosenberg, le responsable, fera transporter en Allemagne les objets qui lui semblent les plus précieux. Le QG de l'organisation est d'abord installé à l'hôtel Commodore, boulevard Haussmann, puis en 1943 au 54 avenue d'Iéna. Les opérations débutent dès octobre 1940. Des pillages sont commis dans des habitations particulières, des garde-meubles, des coffres de banque, mais aussi dans les dépôts des musées nationaux où certaines collections juives avaient déjà été mises à l'abri. Quelques exemples. En juillet 1941, l'enlèvement au château de Chambord des collections Jacobson, Leven, Roger Lévy. Le 11 août, les 130 pièces de la collection David Weil sont saisies au château de Sourches dans la Sarthe. Le 17 août, les collections Léonce Bernheim, Erlanger, Primo Levi sont prises au château de Brissac dans la vallée de la Loire. Dans un premier temps, les œuvres confisquées sont entreposées dans les caves de l'ambassade d'Allemagne, rue de Lille, et dans quelques salles du Louvre réquisitionnées dans ce but. En novembre 1940, tous ces trésors sont transférés dans un seul lieu, le musée du jeu de paume dans le jardin des Tuileries. En 1939, alors que la mobilisation générale était déclarée, le sous-directeur des musées nationaux, Jacques Jaujard, avait confié à Rose Valland de prendre les mesures nécessaires pour la sécurité des collections. Cette femme était la remarquable collaboratrice scientifique du directeur des musées, alors absent pour cause de maladie. Rose Valland avait fait transporter les collections du jeu de paume au château de Chambord, rejoignant les collections nationales des musées parisiens. Celles du Louvre furent transportées dans d'autres lieux considérés comme sûrs. À partir du moment où le jeu de paume devient le dépôt des œuvres spoliées, Rose Valland va dresser un minutieux inventaire de tous les dépôts à leur arrivée et à leur départ pour l'Allemagne. Il se révélera extrêmement précieux lors de leur récupération à la fin de la guerre et leur restitution à leurs propriétaires. Évidemment, une grande partie a été transférée en Allemagne par train. On sait qu'à partir du moment où la résistance a été active, elle a pu, grâce au courage des cheminots, empêcher parfois des livraisons en Allemagne. Dans cette organisation étatique hitlérienne particulièrement efficace, le galeriste allemand Hildebrand Gurlitt est désigné, à partir de 1943, comme acheteur officiel pour le Grand Musée de Linz. Il dispose de crédits considérables. Il va beaucoup acheter à Paris, et le marché de l'art a parfaitement fonctionné pendant la guerre. Il acquiert ce qui plaît au Führer, les artistes français Boucher, Fragonard, Watteau, les Vénitiens Guardi, Tiepolo, Canaletto, ainsi que les maîtres hollandais et flamands, avec une préférence pour Rubens. Gurlitt achète pour Hitler, mais aussi pour lui-même, je vous en reparlerai plus tard. Le système de pillage systématique mis en place à Paris l'a été dans tous les autres pays occupés par l'Allemagne. Bien que les plans et une magnifique maquette aient été réalisés par Albert Speer, le musée de Linz n'a jamais vu le jour. En revanche, les œuvres qui y étaient destinées ont gagné l'Allemagne. Leur recherche a été l'une des missions importantes des armées alliées. Elle savait qu'une grande partie des œuvres non conservées à Berlin avaient été mises à l'abri en Bavière, par exemple dans les caves de Neuschwanstein, un château du roi Louis II, et aussi dans les mines de sel de la Salzkammergut en Autriche. Les Américains investirent des caches aux environs de Berchtesgaden. Mais ces épisodes, gratifiants et spectaculaires, ne doivent pas cacher qu'un grand nombre d'œuvres d'art spoliées n'ont pas été retrouvées en Allemagne. Plusieurs d'entre elles avaient été exportées de façon illégale en Suisse, notamment les merveilles de la collection de Paul Rosenberg. Des tableaux de Matisse et de Picasso, entre autres, étaient passés par la galerie Fischer à Lucerne. Au début de la guerre, avant de se réfugier aux États-Unis, Paul Rosenberg avait fait déposer 18 très beaux Matisse dans un coffre-fort de la Banque nationale pour le commerce et l'industrie de Libourne, près de Bordeaux. Ces tableaux ont été confisqués par les Allemands en 1941, en même temps que 160 autres œuvres. L'ensemble fut transféré au jeu de paume.
En février 1945, Paul Rosenberg est alerté. Plusieurs trésors de sa collection avaient été revendus en Suisse. La galerie Fischer a cédé un Corot, un Degas, un Manet et détenait encore de très beaux dessins. La galerie Fischer a été inculpée pour ces opérations. C'était le maréchal Göring lui-même qui avait échangé quelques-unes des œuvres qu'il possédait contre celles de la collection Rosenberg. Parmi les clients de la galerie Fischer, un collectionneur marchand d'art de Zurich, Émile Burle, assure les enquêteurs de sa bonne foi. Il y avait acheté Odalisque au tambourin de Matisse. Il s'en explique auprès de Paul Rosenberg. Je ne suis pas le seul qui a acheté de tels tableaux chez la galerie Fischer à Lucerne, bien que mes achats soient quant au volume les plus importants. Vu que la galerie Fischer à Lucerne est une importante maison suisse, jouissant d'une bonne réputation, j'avais aucun motif de me méfier de ces tableaux offerts à la vente. Je dois ajouter qu'au moment où j'ai effectué les achats des tableaux en question, chez Fischer, les avertissements des Alliés n'avaient pas encore paru. Néanmoins, Paul Rosenberg devra attendre un jugement du tribunal fédéral de Berne le 3 juin 1948 pour récupérer juridiquement son Odalisque au tambourin. Ceci n'est qu'un exemple. Mais il est révélateur des difficultés pour les propriétaires d'origine de récupérer leurs biens. La Suisse a été une plaque tournante du trafic d'œuvres d'art. De nombreux dignitaires nazis, sentant le vent tourner, sont passés par Zurich et Lucerne pour négocier des œuvres spoliées. Le bilan pour la France est éclairant. 100 000 œuvres ont été transférées de France vers l'Allemagne pendant l'occupation. Ce sont les minutieux carnets tenus par Rose Valland qui en témoignent. Seulement 60 000 œuvres ont été récupérées. Parmi elles, 45 000 ont été restituées entre 1945 et 1950 à leurs propriétaires ou ayants droit. 13 000 ont été vendues par l'État, tandis que 2 000 œuvres estampillées MNR, Musées Nationaux Récupération, ont été confiées à la garde des musées nationaux. Régulièrement, certains de ces trésors retrouvent leurs propriétaires et ayants droit légitimes. Pour la France, la restitution des œuvres spoliées est une démarche constante et une évidence. Ce n'est pas toujours le cas, notamment pour la Russie. La position russe est totalement différente. Comme l'a dit Irina Antonova, l'ex-directrice du musée Pouchkine à Moscou et fidèle à Staline, « Nous ne sommes pas des politiques. Notre mission est de sortir ces œuvres de la pénombre et de les montrer. » Pour résumer, tout le monde croyait ces œuvres perdues. Les soviétiques les ont trouvées, ils vont permettre au monde entier de les redécouvrir dans leur musée. Ils ont gagné la guerre au prix d'immenses sacrifices. C'est grâce à eux si ces œuvres n'ont pas été détruites. Il est une chose certaine, aucune de ces œuvres perdues et retrouvées ne sortira jamais de Russie. Elles ne peuvent être prêtées pour une exposition à l'étranger, ce serait courir le risque que leurs légitimes ayants droit les fassent saisir. Les Russes appliquent le principe de la prise de guerre. Reconnaissons-le, il a parfois permis, dans le passé, aux plus grands musées de constituer leur collection. Les Russes feignent d'ignorer que la razzia effectuée systématiquement par les nazis dans tous les pays qu'ils occupaient n'a pas eu de précédent dans l'histoire européenne. Les commandos de l'art de Staline ont été efficaces. Il n'y a pas eu que la collecte effectuée à Berlin, il s'est passé la même chose à Budapest. Et en Allemagne, on estime à 600 000 pièces les œuvres récupérées par l'armée rouge. Il ne s'agit pas que de tableaux, il y a aussi des bronzes, des bijoux, de la porcelaine, du mobilier et 2 millions de livres anciens, dont une Bible de Gutenberg. Le bilan est énorme, à la mesure de l'effort de guerre de l'URSS. C'est la doctrine des Russes. Il n'y a pas de raison qu'elle change. Mais c'est encore en Allemagne qu'on a eu les plus grandes surprises. Le 3 novembre 2013, l'hebdomadaire allemand Focus annonce la découverte en février 2012 de quelques 1258 œuvres entreposées dans un appartement insalubre de Schwabing, un quartier de Munich. Les enquêteurs avaient trouvé, entassés pêle-mêle, des tableaux, des aquarelles, des dessins, des gravures et des lithographies des plus grands artistes des 19e et 20e siècles. Ce modeste 3 pièces était occupé par Cornelius Gurlitt,
fils du galeriste allemand bien connu Hildebrand Gurlitt. Je vous en ai déjà parlé au début de ce récit. C'est lui qui avait été chargé d'acheter, grâce à des fonds considérables sur le marché de l'art, chez les galeristes et dans les ventes publiques, des tableaux destinés au fameux musée de Linz qui n'a jamais vu le jour. Si Hildebrand Gurlitt avait acheté pour le Führer, il semblerait qu'il ait acheté aussi beaucoup pour lui-même. Son goût le portait vers les expressionnistes allemands et autrichiens, mais aussi vers toute l'avant-garde européenne, et particulièrement française, mais pas que. Dans le bric-à-brac de Schwabing, on trouve des Corot, des Courbet, des Degas, des Delacroix, des Renoir, des Rodin, des Toulouse-Lautrec, mais aussi des Chagall, des Derain, des Mayol, des Matisse, des Picasso et des Signac. 2 ans plus tard, le 11 février 2014, à Salzbourg, en Autriche, où Cornelius Gurlitt a une résidence, on découvre 239 nouvelles œuvres. Le 6 mai 2014, Cornelius Gurlitt meurt dans un hôpital de Munich, âgé de 81 ans. À la surprise générale, on apprend que le disparu a institué légataire universel de ses collections l'un des plus vieux musées de Suisse, le musée des Beaux-Arts de Berne. C'est quelque peu embarrassant. Ce musée est une fondation de droit privé. Il finit par accepter l'héritage le 23 novembre 2014. Les précautions d'usage ont néanmoins été prises. Une convention tripartite entre la République fédérale d'Allemagne, le Land de Bavière et le musée suisse est signée. Cet accord s'appuie sur les principes de la Convention de Washington de 1998 en matière de spoliation et de restitution. Le musée décide de mettre en place un important dispositif préalable à la constitution d'un centre de recherche sur la provenance des œuvres. C'était bien le moins. Cette stupéfiante affaire est comme un point d'orgue aux incroyables tribulations, dissimulations, prévarications et négociations consécutives au pillage organisé par les nazis entre 1940 et 1945. Il n'est pas sûr que la morale y trouve son compte. Si cette plongée dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaux. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.